Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. Et y ai-je une seconde attenté? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Vous savez que la bombe atomique a explosé ce matin? J'en ai entendu causer vaguement. Qu'est-ce que vous en pensez? Espérons que le résultat a peut-être fait boum, puisqu'on n'est pas plus bête que les autres. Eh bien, je voudrais dire au Premier ministre et à M. Mitterrand qu'on ne construit pas la grandeur de la France avec de l'eau tiède et du chloroforme. Bonjour à tous, là c'est le premier podcast un peu en solo, j'essaye quelque chose et si ça vous plaît je continuerai. Et cette fois je commence avec un article un peu putaclic, je dois l'admettre, l'eugénisme des idées, c'est sûr, c'est un titre provocateur qui est évidemment fait pour cliquer, et qui fait référence au mouvement lancé par Francis Galton, qui vise à améliorer les qualités innées et héréditaires de notre espèce. Et donc évidemment, c'est particulièrement difficile de distinguer l'inné et l'acquis. La question c'est, est-ce qu'on peut malgré tout imaginer que les idées ont elles-mêmes une vie évolutive? Est-ce qu'elles peuvent, comme la vie organique, se reproduire, muter, être soumises à une pression de sélection, s'accoupler? Et voilà. Peut-on, par une fine sélection, réaliser un eugénisme des idées? Et donc, si on revient en arrière, c'était à la lumière de la théorie d'évolution de Charles Darwin que son cousin, Francis Galton, se passionna pour les lois de l'hérédité et la transmission des caractères. Et la vie, en fait, elle est soumise à sa variabilité et à la sélection naturelle, ce qui explique ainsi l'immense diversité des êtres vivants, puisqu'à chaque génération et pour chaque individu, de nombreuses mutations apparaissent, souvent silencieuses et sans conséquences, parfois délétères, et puis en de rares occasions, elles sont avantageuses, ce qui provoque une inégalité dans les caractères entre les individus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrialisation a eu pour conséquence une baisse considérable de la mortalité infantile. Si vous regardez en France, par exemple, entre 1750 et 1850, en fait, on divise par deux le risque pour un nouveau-né de mourir avant son premier anniversaire. Donc c'est considérable et ce n'était que le début des effets de l'industrialisation. On a eu une explosion démographique qui a amené au premier milliard d'habitants sur la planète en 1800 et on a toujours finalement développé des techniques pour vaincre la lutte de l'existence darwinienne, mais en fait à ce moment-là on avait lancé véritablement une boule de neige qui allait devenir inarrêtable. Par exemple en 1900 la première cause de mortalité en Europe c'est l'infection. C'est l'agent pathogène, ce sont les agents pathogènes qui sont les plus grands prédateurs de l'espèce humaine. Or, à ce moment-là, en 1897, il y avait Ernst Duchesne qui découvrait que la bactérie Escherichia coli ne pouvait pas se développer en présence du champignon Penicillium glaucum. Alors ces travaux ont été abandonnés par l'armée, ça a été un peu oublié, mais ça a été repris à la suite en 1928, Alexander Fleming qui découvre par accident qu'en fait il y a un effet antibiotique de la pénicilline qui est sécrété par ce champignon. Et donc on a la découverte du premier antibiotique de l'histoire qui est produit de façon industrielle durant la Seconde Guerre mondiale et met en fait en pièces le premier prédateur de notre espèce. Et de nouveaux antibiotiques sont ensuite synthétisés vers les années 60-70 et jusqu'à aujourd'hui, à tel point qu'on va bientôt, ça a évidemment participé à ce qu'on atteigne bientôt 8 milliards d'habitants et une longévité record. Et donc autrefois, on ne pouvait pas vivre assez longtemps pour être frappé par les maladies que nous avons aujourd'hui, à savoir le cancer et les maladies cardiovasculaires, qui sont plus de 60% des mortalités dans l'Occident. Ce sont les deux plus grandes causes de mortalité en Occident, et on a vaincu en fait les maladies de la jeunesse, donc toutes ces maladies infectieuses dont je vous ai parlé, et on se confronte aujourd'hui avec luxe, je dirais, aux maladies liées au vieillissement de nos cellules. Alors si on revient finalement à Francis Galton, le père fondateur de l'eugénisme, qui était évidemment décédé pendant ces révolutions médicales, puisqu'il est mort en 1911, il avait mis néanmoins en évidence des inquiétudes et un espoir pour notre histoire évolutive future et qui perdure encore aujourd'hui, puisque son inquiétude, partagée par Charles Darwin, était qu'en l'absence de pression de sélection, les êtres faibles de constitution et d'esprit puissent survivre et se reproduire en un plus grand nombre,
Son étudiant, Karl Pearson, estima à son époque que 25% de la population engendre 75% de l'effectif de la prochaine génération, et qu'il s'agit en grande partie de la portion la plus stupide de notre société. Et donc s'il y a une transmission des caractères et que les capacités cognitives en font partie, il y aurait à terme en fait de génération en génération une lente réduction des qualités innées et héréditaires, et c'est ce que Richard Lynn appellera le dysgénisme. Et par exemple, je peux citer Charles Darwin, sur un passage que j'avais déjà cité dans une autre émission. Attention, donc Charles Darwin, dans La descendance de l'homme, 1871. Je crois devoir ajouter ici quelques remarques relatives à l'action de la sélection naturelle sur les nations civilisées. Monsieur Gregg, antérieurement Monsieur Wallace et Galton ont admirablement discuté ce sujet. J'emprunterai donc la plupart de mes remarques à ces trois auteurs. Chez les sauvages, les individus faibles de corps ou d'esprit sont promptement éliminés et les survivants se font ordinairement remarquer par leur vigoureux état de santé. Quant à nous, hommes civilisés, nous faisons au contraire tous nos efforts pour arrêter la marche de l'élimination. Nous construisons des hôpitaux pour les idiots, les infirmes et les malades, nous faisons des lois pour venir en aide aux indigents. Nos médecins déploient toute leur science pour prolonger autant que possible la vie de chacun. On a raison de croire que la vaccine a préservé des milliers d'individus qui, faibles de constitution, auraient autrefois succombé à la variole. Les membres débiles des sociétés civilisées peuvent donc se reproduire indéfiniment. Or, quiconque s'est occupé de la reproduction des animaux domestiques sait, à n'en pas douter, combien cette perpétuation des êtres débiles doit être nuisible à la race humaine. On est tous surpris de voir combien le manque de soins, ou même des soins mal dirigés, amène rapidement à la dégénérescence d'une race domestique. En conséquence, à l'exception de l'homme lui-même, personne n'est assez ignorant ni assez maladroit pour permettre aux animaux débiles de reproduire. Charles Darwin. Et donc ça c'est l'inquiétude, c'est cette dégénérescence de l'espèce. L'espoir, en revanche, qui est sous-jacent à la découverte de la théorie de l'évolution et de la transmission des caractères, c'est la possibilité d'inverser ce processus dysgénique et d'améliorer notre espèce, notamment en incitant les souches aux caractères d'intérêt à se reproduire en plus grand nombre. Et donc hier, cet espoir, il pouvait se réaliser que difficilement et parfois avec des méthodes vraiment coercitives et abominables, comme la stérilisation des lignées indésirables ou le croisement d'individus d'intérêt, des choses horribles. Aujourd'hui, on a quand même des outils de génétique quantitative et de fécondation in vitro qui permettent à chaque couple, s'il le désire, de sélectionner les embryons porteurs du génome jugé le plus favorable pour le réimplanter. Et puis demain, on aura les outils de biologie moléculaire, d'ingénierie génétique, thérapie génique qui pourront permettre d'aller encore plus loin. Donc je vous mettrai en description un petit article qui fait quand même une bonne synthèse qui a été publié dans Nature. Donc c'est une petite chronique qui fait la synthèse de tout cela, mais finalement c'est un eugénisme libéral, sans coercition, ouvert à tous et permettant d'améliorer la qualité génétique de notre espèce de façon efficace et massive. La question c'est finalement, est-ce que peut-on de la même façon que sur la vie organique imposer un eugénisme sur nos idées ? Et pour répondre à cette question, je crois qu'il est nécessaire de savoir si les idées ont elles-mêmes une histoire évolutive. Et donc si vous lisez un excellent livre que je recommande à tous évidemment, c'est Le gène égoïste de Richard Dawkins, il soutient en fait l'idée selon laquelle les mêmes, ce sont en fait des idées, ce qu'il appelle les mêmes, se répandent, mutent, sont en compétition les unes avec les autres et peuvent, si elles ne se reproduisent pas suffisamment, ne se répandent pas suffisamment dans l'esprit des gens, elles peuvent disparaître. Et donc, en somme, en fait, les mêmes agissent comme des virus qui infectent les cerveaux et tentent de se répandre au plus grand nombre, et le plus longtemps possible. Et donc, cette analogie au virus est très intéressante, on va la reprendre pour tout le reste de ce podcast. Richard Dawkins, en fait, derrière, ne se tente pas à continuer son analogie avec les êtres organiques, parce que s'il existe une variabilité des caractères entre les individus d'une même espèce, est-ce qu'il y a aussi une inégalité dans la qualité des idées ? C'est ça la question. Parce qu'il faut savoir que de la même façon que les virus peuvent infecter certains organismes, en fait pas tous, certains virus sont stricts à des espèces, voire à des tissus. On va prendre par exemple l'exemple du VIH, qui nécessite en fait la présence du récepteur CD4 et de ses corécepteurs CCR5 et CXCR4.
et qu'on ne retrouve en fait chez lymphocytes humains. Donc en fait, le HIV ne peut pas infecter toutes les cellules, de tous les tissus, de tous les organismes, de toutes les espèces, c'est pas possible. Il y a certains éléments qui sont nécessaires, donc c'est strict. Et en fait, est-ce que les idées, de la même façon, sont strictes à certains cerveaux? C'est-à-dire qu'il y a des idées qui ne peuvent pas infecter tous les cerveaux. Et donc en fait, il y a quelque chose qui est amusant tout de suite, c'est qu'on se rend compte que les idées souvent court-termistes, brutales ou autoritaires se répandent extrêmement vite. Il faut savoir qu'en fait, les populations ayant les capacités cognitives les plus faibles de la société sont ceux aussi qui se reproduisent en plus grand nombre. Et le point commun supplémentaire entre ces idées et cette population, c'est qu'ils ont une durée de vie extrêmement courte. Les idées complotistes, c'est aussi un bon exemple, par exemple, d'idées qui se répandent rapidement, en grand nombre, dans les couches les plus stupides de notre société, notamment à travers les réseaux sociaux, et disparaissent aussi rapidement. Par exemple, il n'y a plus personne qui parle de dictature sanitaire, de stérilisation vaccinale, de hold-up, parce que les cerveaux, en fait, qui portaient ces idées, les ont déjà oubliées, hein. C'est comme les poissons rouges, leur disque dur est de faible capacité. Et donc, il y a certaines idées qui agissent comme des symbiotes, qui sont en fait bénéfiques pour l'hôte. Elles favorisent sa survie et sa reproduction, souvent les idées en fait rationnelles, on verra pourquoi. Et d'autres idées en fait sont des parasites, c'est-à-dire que ce sont des idées fausses qui vivent aux dépens de l'hôte, et comme elles sont simples à comprendre, elles ont une capacité de transmission très importante. Si on continue l'analogie avec les virus par exemple, c'est-à-dire qu'ils ont un R0 très puissant. Mais elles sont délétères pour l'hôte, et donc elles vont induire un comportement soit à risque ou un manque de compétitivité chez ce dernier. On verra des exemples plus tard. Donc non seulement les cerveaux sont des réceptacles pour ces virus, mais ce sont également des sites en fait de mutation. C'est dans ces cerveaux qu'il y a des mutations qui se créent et des variations de ces idées. Donc plus elles se répandent, plus il y a de mutations différentes qui apparaissent. Par exemple, les nouvelles luttes sociales qu'on a vu émerger liées aux races ou au genre, qu'on le regroupe en fait vulgairement dans le grand sac de la woke culture. Mais de la même façon que par exemple le féminisme qui est en fait une lutte liée au sexe, et ben en fait ce sont juste des variants du marxisme. Et le marxisme c'est juste une idée fausse qui se répand chez les jeunes avant de disparaître à l'âge adulte. Et ces différents variants sont eux-mêmes en compétition, parce qu'en fait il y a un nombre de cerveaux infectés qui n'est pas en quantité illimitée. Donc il y a une compétition pour infecter, c'est-à-dire que si elles ne sont pas compatibles, si elles ne peuvent pas être tous en même temps dans les mêmes cerveaux, il va falloir faire une compétition. Et en plus le problème c'est qu'une fois qu'on guérit de ces idées, on forme des défenses immunitaires qui en fait empêche toute nouvelle infection. Donc c'est pour ça que les jeunes en fait sont souvent les cibles des embrigadements idéologiques, parce que ce sont des cerveaux naïfs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de défense immunitaire sur ce plan-là, sur le plan des idées. Alors pour revenir à l'eugénisme, en fait, évidemment c'est un choix arbitraire. Donc c'est pas nécessairement irrationnel, mais c'est arbitraire, c'est-à-dire que on vise à favoriser la diffusion et la reproduction de caractères d'intérêt. Et les intérêts, c'est un choix, c'est nous qui les avons faits. Et donc c'est pour offrir un avantage évolutif à ses porteurs. Et le rôle, finalement, des conservateurs dans une société, c'est de sauvegarder les mutations avantageuses, donc que ce soit au niveau des idées ou des nucléotides. Or, c'est vrai que force est de constater que c'est une mission extrêmement complexe, puisqu'il faut d'abord savoir discriminer efficacement les mutations qui sont avantageuses des autres. Alors qu'en fait, l'extrême majorité des conservateurs aujourd'hui n'ont pas les capacités cognitives pour pouvoir remplir cette mission, et se contentent en fait de lutter pour sauvegarder tout ce qui existe. Voilà, ils s'opposent à toute nouvelle mutation, donc qu'elle soit silencieuse ou avantageuse, tout ce qui est nouveau est mauvais, tout ce qui existe actuellement est bon, et pire encore, de temps en temps ils veulent même ramener des mutations délétères dont on s'est débarrassé par le passé. De la même façon, les progressistes, sont les mutagènes, c'est eux qui font apparaître les variations dans nos esprits. Mais comme je vous l'ai dit en début du podcast, les mutations, elles sont souvent silencieuses, c'est-à-dire qu'elles ne changent rien au phénotype. Elles ne servent à rien, en fait, c'est silencieux. Parfois, c'est délétère, et rarement, c'est avantageux. Et donc, évidemment, les variations d'idées ne font pas exception. Si être un conservateur efficace est difficile, être un progressiste innovant, ça demande du génie. Car en fait, la majorité des idées et des variations d'idées que nous allons avoir, c'est de la merde. On est véritablement des générateurs d'idées parasitaires qui ont une durée de vie extrêmement courte. Mais c'est pour ça qu'en réalité,
nous sommes tous un peu progressistes, c'est-à-dire que nous sommes tous générateurs de ces mutations, mais on est aussi tous conservateurs, et les plus intelligents d'entre nous, en réalité, arrivons, lorsque nous avons ces variations, à faire un débat dans notre tête. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça tient? Est-ce que c'est viable? Souvent, là, en fait, l'extrême majorité des nouvelles idées que l'on a, c'est de la merde, et le conservateur en nous va juste les euthanasier, et on va les jeter à la poubelle, on n'en parlera plus jamais. Évidemment, ça demande certaines capacités de faire ça. En réalité, la majorité du temps, même quand on sort une idée en se disant bon bah celle-là, ça a l'air d'être une bonne idée, ça a l'air d'être une bonne variation, une nouvelle mutation innovante que j'ai eue, en réalité c'est souvent de la merde. Et ceux qui arrivent à sortir une innovation vraiment disruptive, c'est souvent les scientifiques en réalité. Hein. C'est Charles Darwin qui sort la théorie de l'évolution. Là, oui, c'est un variant qui éclate tout, et qui en plus avec une durée de vie longue, et dont le réceptacle en réalité c'est souvent les cerveaux de haute qualité, parce que même si tout le monde pense adhérer à la théorie de l'évolution, il y en a très peu qui la comprennent. Et donc ce qu'il faut faire, c'est réaliser une sélection drastique en fait de nos idées, garder et favoriser la diffusion de celles qui ont un rapport symbiotique avec les autres, et puis stériliser les idées parasites en empêchant leur diffusion. Les idées rationnelles, sélectionnées par la science, c'est les plus symbiotiques de toutes. Elles induisent en fait un effet protecteur contre les risques inutiles et favorisent la reproduction de leurs hôtes. Et de génération en génération, l'amélioration des idées symbiotiques va permettre d'améliorer les hôtes via l'amélioration de notre espèce. Donc on aura des hôtes plus de meilleure qualité. Mais en fait, des hôtes de meilleure qualité, ça veut dire des cerveaux qui ne sont sensibles, dont le seuil de sensibilité aux idées va être élevé. Donc en fait, des hôtes de meilleure qualité va imposer une pression de sélection supplémentaire aux idées, et donc on va encore une fois améliorer les idées, et puis les idées qui n'étaient plus de suffisamment bonne qualité en fait vont disparaître. Donc on va donner quelques exemples quand même d'idées symbiotiques. De façon générale, en fait, elles doivent... la façon de les reconnaître, c'est qu'elles vont favoriser l'hôte. En fait, elles vont lui éviter le danger, lui induire la volonté d'être compétitif et de se reproduire. Et donc en fait c'est souvent tout ce qui est scientifique, la médecine typiquement, par exemple éviter les facteurs de risque comme le tabac, l'alcool, la malnutrition qui sur le court terme c'est sûr ne pose pas tellement de problèmes, mais sur le long terme vous induisent tout un tas de maladies qu'on a évoquées précédemment dans le podcast. Faire une activité sportive régulière typiquement va allonger votre durée de vie, notamment votre durée de vie en bonne santé. Et donc l'une des façons de reconnaître l'idée symbiotique, c'est qu'elle a une durée de vie longue, ainsi que celle de son hôte en réalité. Les idées parasitaires, typiquement, ça va être le complotisme, la naturopathie par exemple, l'idée d'ingérer n'importe quoi venant de la nature en pensant qu'en fait il y a une harmonie entre nous et la nature, un équilibre parfait que nous faisons qu'un, qui ne base sur rien et qui peut à bien des égards mettre votre vie en danger. Le complotisme, le marxisme, c'est facile à comprendre, c'est simple, ça se diffuse facilement dans les cerveaux stupides, ça met leur vie en danger, et l'effroyable parallèle entre l'idée parasite et finalement le virus, c'est que tous deux en fait s'en foutent que l'hôte meurt du moment où elle a infecté d'autres esprits. Par exemple, on pense à Anas, l'étudiant syndicaliste de 22 ans à Lyon qui s'est immolé car il a perdu sa bourse après avoir triplé sa deuxième année, et il est tombé dans le coma en novembre 2019. Je peux vous dire que le marxisme en a eu rien à foutre de Anas, hein. Il a continué sa route, et Anas il est dans le coma depuis novembre 2019, et le marxisme a continué dans le cerveau d'autres étudiants. Et donc les idées parasites induisent souvent en fait chez les porteurs une puissante motivation en fait, alors pas à prendre soin d'eux-mêmes, mais en revanche à répandre la bonne parole et à infecter d'autres esprits. Ça, la motivation est extrêmement présente. Parce que quand cela fonctionne, en fait, ça provoque en nous vraiment un largage de dopamine. On se sent bien, on se sent utile, on se sent intelligent, alors qu'on a véritablement œuvré contre notre propre intérêt. Ensuite, souvent les cerveaux de mauvaise qualité sont aussi sensibles à l'islam, qui est elle-même une idée parasite en fait qui pousse les autres à réaliser des rituels grotesques et dans un contexte d'hostilité même les pousse au suicide. Et donc tout ça c'est des idées typiquement parasites.
Et alors, ce qui est amusant, c'est que si on prend ce podcast où j'ai l'impression de sortir un variant innovant et de vous le partager après avoir fait le pour et le contre, est-ce que vraiment c'était une bonne idée, etc. Et ça se trouve, en fait, pour moi, j'ai l'impression que c'est intelligent, alors que si ça se trouve, c'est de la grosse merde. Et le conservateur en moi aurait dû euthanasier ce podcast, mais tant pis, je prends le risque parce que c'est marrant. Et donc, en réalité, c'est aussi une introduction pour le prochain épisode que je vais consacrer au Virtue Signaling, puisque je suis en train de lire un bouquin fantastique réalisé par un psychologue évolutionniste qui s'appelle Geoffrey Miller, qui s'appelle Virtue Signaling tout simplement, et qui montre que les mécanismes de ces idées qui permettent ou qui induisent en nous en fait l'envie d'envoyer des signaux aux autres, et ceux qui ont les idées en commun en réalité ont une certaine interaction, comme on peut avoir une certaine hostilité. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Si c'est de la merde, vous mettez un commentaire. Si c'est très bien, vous mettez un commentaire aussi, et puis ça me fera plaisir de vous lire. Allez, on se dit à la prochaine, ciao tout le monde.